Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Marie Roy, je vais vous présenter ChatGPT. C'est un modèle qui vient d'être sorti par OpenAI, qui a énormément d'engouement auprès des internautes à travers le monde. Et en fait, du fait de cet engouement, il est pas mal saturé, notamment l'après-midi. Et donc, j'ai décidé finalement d'enregistrer cette session que nous devions avoir de ce soir ce matin parce qu'en fait, je pense que la session, si je la fais ce soir, ne sera pas très fluide. Et en plus de ça, c'est la demi-finale du football. Donc, je pense que j'aurai pas beaucoup de personnes qui assisteront à cette session meet-up que j'ai organisée pour aujourd'hui. Voilà, donc je vais partager mon bureau et on va d'abord regarder une présentation que j'ai faite et ensuite on ira dans le vif du sujet. Donc, je vais ouvrir cette présentation. Ok, voici. Ok, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous ai donné mon profil LinkedIn. Donc, je reviens de 10 ans d'expatriation en Chine. J'étais à Shanghai et je m'occupais d'une équipe technique concernant la mise en place d'ERP euh, dans des entreprises. Et ensuite, j'ai monté ma propre société qui enseigne la programmation et l'intelligence artificielle aux jeunes enfants. Voilà. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est ChatGPT. Et voilà les points que nous allons couvrir. Donc, je vais vous présenter comment ChatGPT, ce modèle, a été constitué. Ensuite, on va voir que on va pouvoir demander de faire une composition de texte. Donc, je lui demandais, par exemple, d'écrire un poème en anglais, d'écrire un poème en français. On peut l'utiliser comme thérapeute. OK. Bien sûr, ça ne va pas remplacer votre thérapeute, mais bon, c'est amusant de voir qu'il a des points intéressants. Et ensuite, on pourra écrire des posts Twitter ou LinkedIn viraux, je sais pas, ouais. Et donc, alors ce point-là, je l'ai essayé hier et ça n'a pas marché. Donc, je pense qu'au fur et à mesure qu'on utilise ce modèle, ChatGPT, au fur et à mesure qu'on l'utilise, OpenAI doit ajuster le modèle pour éviter certaines informations. Donc, ils font un peu de censure là-bas, j'ai l'impression parfois. Ok, donc maintenant, on va regarder également que l'on peut utiliser ChatGPT pour comprendre un papier de recherche. Ok, donc on va pouvoir lui demander quels sont les points principaux de ce papier de recherche et on peut lui demander de nous expliquer une formule mathématique. Autre utilisation qu'on peut faire, c'est par rapport à une entrevue pour un job. Donc là, vous allez pouvoir dire, eh ben, donnez-moi, pour un job donné, donnez-moi les questions et les réponses les plus couramment utilisées pour ce job. Et vous allez également lui demander qu'il vous donne une lettre de présentation de vous-même, ce qu'on appelle en anglais cover letter, pour ce poste en question. Autre exemple, vous allez pouvoir faire de la comparaison d'informations. Donc, par exemple, vous pouvez lui demander au niveau de l'ADN de comparer des différentes espèces, par exemple l'être humain et puis la souris. Vous pouvez lui demander de synthétiser un texte. Donc là, on a par exemple Albert Camus et puis on lui demande le roman La Peste, on lui demande de le synthétiser. Et là, j'ai fait un test en français.
Et donc, c'est très bien fait. En parlant de langue, la plupart des exemples que je vais vous donner, ce sont des exemples en anglais, mais en sachant que ChatGPT a été entraîné en plusieurs langues. Donc, vous avez l'anglais, le français, l'espagnol, vous avez même le mandarin que j'ai testé. Donc, c'est intéressant. Par contre, au niveau de l'entraînement, je pense qu'il y aura plus de données en anglais qui ont été entraînées que sur d'autres langues. Je n'ai pas la proportion, malheureusement, ce n'est pas un modèle open source, donc on ne connaît pas les tenants et aboutissants de leur entraînement et des modèles de données qu'ils ont utilisés. On a une petite information sur la méthode que ChatGPT a utilisée, mais ce n'est pas quelque chose d'ouvert en fait. Donc, ce que je vous conseille, c'est que ChatGPT, c'est en mode de bêta, donc il est ouvert à tout le monde, mais tôt ou tard, il va être mis en production. Et je pense qu'à ce moment-là, il sera payant, à mon avis. Voilà. Autre exemple que je vais vous montrer, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle un TED Talk. TED Talk, c'est un site web qui va vous permettre qui enregistre des conférences. Et généralement, ces conférences sont très courtes, elles sont de 20 minutes et elles vous permettent, durant ces 20 minutes, d'aborder des points importants sur différents sujets, donc sur l'éducation, sur la technologie, etc. Donc, je vous ferai une démo de ceci. Ensuite, vous allez pouvoir demander à ChatGPT de vous résoudre un test d'intelligence, un IQ test. Quand vous faites, si vous êtes programmeur ou vous êtes ingénieur en technique, donc là, à ce moment-là, il y a un site web qui est très connu, qui s'appelle LIT, et qui va vous permettre en fait d'aller de faire du code par rapport à une question donnée. Par exemple, je vous donnerai un exemple dans la session. Donc, il va vous permettre de résoudre un code lit. Donc, et donc, en effet, ChatGPT a été entraîné sur du code. Et donc, ce qui est très intéressant, puisque notamment pour nous, programmeurs, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir lui demander qu'il vous génère du code et qu'il vous débug votre code. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, par exemple, ici, je lui demande de créer un jeu Python, d'expliquer le code en simple, en anglais simple. Ensuite, je lui ai demandé de créer une boucle d'entraînement de machine learning en PyTorch, en librairie PyTorch. Je lui demande d'expliquer ce code et d'en faire un diagramme. Je lui demande de convertir ce code en librairie TensorFlow. Et puis, en fait, en dernier, je lui donne une formule mathématique et je lui demande de la traduire en code. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Vous avez ce qu'on appelle les regex, les regular expressions. Et donc, en fait, par exemple, je vais pouvoir lui demander qu'il me donne une expression regex sur une validation d'email, par exemple. Code refactoring, donc généralement, quand vous développez du code, vous allez le faire étape par étape. Et puis ensuite, vous allez probablement optimiser tout ce code à travers des fonctions, etc. Et donc, ChatGPT va vous permettre de faire cette refactorisation de code. Assez hallucinant, c'est qu'avec ChatGPT, vous allez pouvoir créer une machine virtuelle. Alors, pourquoi je dis hallucinant? Parce que ChatGPT n'a pas la possibilité de créer vraiment une machine virtuelle, mais il va vous en faire comment dirais-je, une hallucination. Je l'expliquerai dans quelques instants là-dessus. Et vous avez donc tout de suite après le fait qu'en effet, un LLM, donc Large Language Model, peut halluciner s'il n'est pas suffisamment bien entraîné ou
il peut vous induire en erreur, donc faites attention à ça. Je vais vous montrer que maintenant, on a une extension Google avec ChatGPT. Donc, ça signifie que quand vous faites votre recherche Google, vous aurez sur les côtés une recherche que ChatGPT a aussi faite. Donc, vous pouvez voir un petit peu les différences d'informations. Alors, ce modèle ChatGPT est un modèle, ce qu'on appelle Generative Model, c'est-à-dire qu'en fait, à partir d'un prompt, il va vous générer une information. Et on a un autre modèle qui est utilisé, que je vous ai démontré là, dans une de mes dernières sessions. C'est le modèle Stable Diffusion. Stable Diffusion, ça va toujours à travers un prompt, il va vous générer une image. Okay, donc, ça peut être d'un prompt, du texte à une image, mais ça peut être aussi d'une image à une autre image, etc. C'est très, très intéressant. Et donc, on va pouvoir demander à ChatGPT de nous donner un prompt qui sera utilisé dans Stable Diffusion. Alors, pourquoi ChatGPT pour générer un prompt? Parce que comme il a une particularité d'halluciner, ça peut vous donner quelque chose de très intéressant en termes de génération d'images un peu lyriques. Voilà, et puis donc, comme je vous l'ai dit, ChatGPT et Stable Diffusion, ce sont ce qu'on appelle des Generative Models. Et donc, en fait, on se base sur des prompts. Et donc, le fait de bien façonner un prompt est très important. Et c'est le dernier sujet de cette présentation. Donc, je vais vous présenter la manière dont ChatGPT a été entraîné. Donc, vous avez le blog post ici, là, d'OpenAI, qui explique cela. J'ai extrait quelques informations de ce blog post pour vous expliquer comment il a été entraîné. Alors déjà, ce modèle a été publié le 30 novembre 2022 et depuis cette date, il devient de plus en plus difficile d'accès, notamment l'après-midi ou le soir, parce qu'il est extrêmement sollicité. Il y a par tous les internautes à travers le monde, il y a énormément d'engouement sur ce modèle. Et donc, ce qui fait qu'en fait, j'ai décidé d'enregistrer la session que nous devrions avoir ce soir, ce matin, en espérant que cette session sera suffisamment fluide. Voilà, donc vous avez... Cet modèle a été entraîné sur une méthode qui s'appelle Reinforcement Learning from Human Feedback. Et cette méthode, en fait, elle va vous permettre Reinforcement Learning for Human Feedback, en français, c'est technique d'apprentissage renforcé par le feedback humain. Et en effet, en fait, on va mettre lors de cet entraînement l'humain dans la boucle. Donc, le modèle était initialement basé sur GPT-3 et en fait, il a été ajusté pour inclure des conversations et donc questions-réponses, ce genre de conversation. Et donc, c'est devenu la version 3.5 qui est utilisée et pour lequel on a sollicité des annotateurs ou des êtres humains pour donner un score sur ce qui a été généré, donc du style du meilleur au pire, quoi. Voilà. Et donc, en résumé, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on génère, c'est ce que j'indique ici, on génère un modèle avec des réponses humaines. Ensuite, ce modèle, on lui donne un score. Et ce score va être donc utilisé pour réajuster encore le modèle et en faire donc une meilleure. C'est ce qu'on a. La dernière étape, c'est ce qu'on appelle le reward model, c'est-à-dire qu'il va être généré par un modèle de récompense. En fait. Donc la meilleure, vous aurez quand vous intervenez avec ChatGPT, vous aurez les meilleures réponses qui vous seront livrées. Donc ça a été fait plusieurs fois et bien sûr sur des. Alors, on ne sait pas le nombre de l'architecture de l'entraînement, mais probablement que ça a été fait sur des millions de GPU, TPU, je ne sais pas trop
enfin, c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous. Donc, vous avez des sociétés comme OpenAI ou Facebook qui entraînent ce genre de modèle et qui vous permettent ensuite de prendre le modèle entraîné et éventuellement de l'ajuster par rapport à vos besoins. Donc, si vous êtes une firme d'avocats, à ce moment-là, eh ben, vous allez pouvoir l'entraîner sur des articles légaux qui vous sont propres à votre métier. Alors, quelques informations amusantes. Donc, chaque conversation coûte environ de 0 à 9 centimes du coup. Et comme je vous l'ai indiqué, pour l'instant, il est gratuit parce qu'il est en test bêta, mais tôt ou tard, il sera donc en production et certainement monétisé. Même avant la production, je pense qu'ils vont le monétiser rapidement. Et il a été entraîné sur Azure, la plateforme Microsoft, et voilà les fondateurs d'OpenAI. Donc, vous voyez que vous avez Elon Musk qui est là, et d'autres. Donc ici, ce que je vous donne, c'est les comptes Twitter de ces personnes. Alors, il n'y a pas d'auteur particulier rattaché à la génération de ce modèle. C'est en fait une équipe qui a travaillé là-dessus. Je vous donne une vidéo qui est très intéressante, qui vous permet qui a été faite par Hugging Face et qui vous présente le Reinforcement Learning for Human Feedback. Okay. Donc, je vous recommande de regarder cette vidéo. Voilà. Alors, dans ce blog post, on vous présente ces 3 étapes qui ont constitué l'apprentissage de ChatGPT. Donc, la première étape, je vais la détailler ici. Donc, la première étape, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre des données et en faire un modèle supervisé. Et donc, la supervision va être aussi contrôlée par des annotateurs. En anglais, on dit annotators, donc enfin l'être humain, quoi. Donc, par exemple, vous avez un prompt, explain reinforcement learning for a 6-year-old, donc expliquer l'apprentissage renforcé pour un enfant de 6 ans. Et donc, on va vérifier le résultat. Et ce résultat va être vérifié par un annotateur donc, qui va labelliser tout ceci en donnant un score. Et puis ensuite, eh ben, ça sera utilisé donc ce qu'on appelle ici du supervised learning. Donc, parce qu'en fait, on a quelqu'un qui va annoter, libeller les bonnes réponses des mauvaises réponses. Okay. La deuxième étape, c'est qu'on prend le modèle qui a été généré et puis cette fois-ci, on va lui donner, on va travailler sur ce qu'on appelle un modèle de récompense. Donc, en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on a un prompt, donc le même prompt, en fait, et en fait, on va annoter jusqu'à 4 réponses. Alors, peut-être qu'il y en a plus, mais dans ce schéma, il y en a 4, A, B, C, D, et l'être humain va les annoter. Donc, ça veut dire ben, la réponse D est supérieure à la réponse C, qui est en elle-même supérieure à A, etc. Donc, ce genre d'annotation est reprise et ça, en fait, devient ce qu'on appelle un reward model, c'est-à-dire plus la réponse générée est positive, enfin, c'est-à-dire très bien, plus le modèle sera récompensé, entre guillemets. Voilà, et donc ça vous donne l'étape finale, l'étape 3. Et dans l'étape 3, on va reprendre un autre prompt. On va prendre un autre prompt. Donc, écrivez une histoire sur les authors, je ne sais plus ce que c'est en anglais, dans les Louvres, je crois. Et donc là, eh ben, on a un modèle qui va se baser sur ce qui a été annoté dans les versions précédentes du modèle. Et donc, ce que vous voyez là, PPO, c'est Proximal Policy Optimization, et ça va en fait vous donner la meilleure réponse que le modèle peut générer. Okay. Voilà donc en principe ceci. Alors, je vous ai parlé d'apprentissage renforcé. Et cet apprentissage renforcé,
Au plus simple, c'est pas mal utilisé en robotique, par exemple. Au plus simple, vous avez un agent, donc imaginez que ce soit un robot, et vous avez un environnement. Okay, donc là, c'est un environnement physique pour un robot, mais on verra la partie apprentissage renforcé au niveau de machine learning. Mais déjà, en simple introduction, cet agent dans cet environnement va prendre une action et cette action, eh ben, soit on la récompense, soit on la punit. Donc, vous avez c'est pour ça qu'on parle de reward model, c'est un modèle de récompense. Donc, soit ça, on la récompense, soit on la punit. Et en fait, on interprète l'état dans lequel il est. Et ainsi va la boucle. Donc, à tout moment, on sait dans quel état l'agent se situe et est-ce qu'il y a eu un modèle de récompense ou de punition, entre guillemets. Donc, voilà le principe de reinforcement learning dans les grandes lignes. Et donc, en machine learning, c'est assez similaire en fait. Donc là, en machine learning, vous avez vos données en entrée. Donc là, pour un langage, un modèle de langage, c'est du texte. Ok, donc ça peut être du texte du style Wikipédia, mais ça peut être du texte qui vient de GitHub. Hein, ça peut être du texte de code. Donc vous avez ce genre de données et en fait on retrouve l'agent et on retrouve l'environnement. Et l'agent va travailler dans cet environnement. Donc on va passer par un algorithme, on va sélectionner quelles sont les meilleures actions. Donc ça c'est la partie humaine qui va être mise en jeu là pour le reinforcement learning with human feedback. C'est-à-dire qu'on va annoter donc les réponses. Et ces réponses, on va leur donner un reward. Donc, c'est un scoring du style oui, c'est bien et non, c'est pas bien. Donc, c'est on va constituer en fait un modèle reward et à tout moment, on est capable de tracer à quel événement on est dans la gestion de l'entraînement de ce modèle. Et donc, ça va vous donner ces sorties-là qui sont bien classifiées en fait. Et voilà. Voilà, donc là, je vais vous présenter quelques exemples de composition de texte avec ChatGPT. Donc, vous avez le chat writing. Donc, on va dire, eh ben, écris-moi un poème sur le statut de ChatGPT. Donc, c'est un poème en anglais et c'est assez amusant. C'est ChatGPT, oh ChatGPT, Mighty Language Model, you be with your deep learning algorithm, blablabla. C'est un poème, hein. Et vous avez la même chose en français. Par exemple, je lui ai dit, écris un poème en adoptant le style de Pierre Ronsard. Voici le début, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Et donc là, il reprend le début, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie, car demain, il se peut qu'il soit trop tard et que le temps vous ait ravi la fleur et laissé uniquement la fadeur, etc. Donc, c'est un exemple que j'ai fait et que j'ai copié-collé dans cette présentation parce que j'ai peur qu'on n'ait pas suffisamment de temps et que le ChatGPT limite le nombre de questions que vous voulez faire. Donc, c'est pour ça que je présente cette présentation. Ok, donc on va pouvoir lui demander d'écrire un poème en français. Donc je dis, ben, écris-moi un poème d'amour, et puis c'est mon amour, tu es la lumière, etc. etc. Et donc, voilà, si vous voulez séduire votre belle ou votre beau, vous pouvez utiliser ChatGPT pour qu'il vous écrive un poème pour votre sweetheart, comme on dit en anglais, votre petite amie. Ok, donc vous allez pouvoir utiliser ChatGPT en tant que thérapeute. Donc, par exemple, je lui dis, ben, je n'aime pas la saison de Noël, est-ce que tu peux me réconforter dans ces moments difficiles? Alors, il dit, I'm sorry to hear that you don't. Alors, il me dit, je suis désolée que tu ne puisses pas apprécier cette saison. C'est vrai que doit être difficile, etc., etc. Il m'écrit beaucoup de textes et puis finalement, je dis, OK, tu peux me synthétiser tout ce que tu m'as écrit. Donc, vous voyez qu'il y a une gestion de mémoire, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle memory window. Et en fait, le modèle va conserver certaines informations et va donc vous permettre cette pratique-là, de dire ben, je synthétise le texte du dessus
Donc, c'était ce texte-là, je lui demande de le synthétiser. Et donc, il me dit, sure, the above text suggests that c'est OK pour ne pas apprécier la saison de Noël. Et donc, on donne des manières de gérer au mieux cette saison-là. OK, donc il faut, par exemple, mettre le focus sur des choses qui vous donnent de la joie, de pratiquer du self-care, je ne sais plus comment dire en français, et de vous permettre aussi de gérer ces émotions-là. Donc, ne pas les cacher, mais les prendre et les adopter pour mieux gérer ce type d'émotion. Alors, j'étais amusée par ce genre de système de thérapeute. Et en effet, je me suis souvenue qu'il y a très, très longtemps, en 1960, on avait déjà commencé à faire ce genre de questions-réponses par le système d'un biais de thérapie. Et donc, ce thérapeute, entre guillemets, s'appelle Elisa. Et donc, je lui dis, est-ce que tu connais Elisa? Et en effet, il me dit, yes, I'm familiar with Elisa. Donc, il connaît Elisa. Et en effet, c'est un programme. Donc là, on n'était pas encore en Natural Language Processing, hein, mais on était à une approche du Natural Language Processing. C'est-à-dire, on a écrit un programme qui essaye de comprendre ce que vous posez comme question et qui va vous donner une réponse à votre question. Donc, voilà, donc ça s'appelle le Natural Language Processing Program, qui a été développé en 1960 par Joseph Weizenbaum de MIT. Donc, c'était le premier exemple de chatbot qui a été utilisé. Et donc, c'est un programme que vous pouvez encore tester. Si vous allez sur GitHub, je pense que Elisa le programme doit être là. Vous pouvez le tester, donc c'est assez marrant. C'est un premier début de chatbot qui a été fait en 1960. Alors, cette question-là, écris-moi un tweet viral sur ChatGPT, au sujet de ChatGPT, et donc la réponse est celle-ci. Donc là, c'est un tweet. Just try out the new ChatGPT. I'm blown away. Donc, je suis vraiment étonnée par ChatGPT. Et en fait, ce qui souvent en fait est le cas, c'est que ChatGPT, ça va être votre assistant personnel en fait. Et il peut faire énormément de choses. C'est votre compagnon de route en fait quand vous surfez sur le web, quand vous travaillez sur des programmes, etc. Donc là, on a alors ce viral, ça, cette information, je l'ai testée hier et en fait, j'ai pas réussi à avoir un tweet viral parce qu'il me dit, ben non, je peux pas le faire, je suis un modèle de langue, blablabla. Enfin, il botte en touche. Et donc, c'est un peu frustrant. Heureusement que j'avais pris cette copie avant, il y a 2 ou 3 jours, donc ça marchait. Donc, en fait, c'est pour vous dire que ChatGPT, au fur et à mesure que les internautes l'utilisent, OpenAI doit l'ajuster pour éviter certaines informations. C'est un peu de la censure, entre guillemets. Mais voilà, donc il y a un monitoring de ChatGPT qui est en cours là-dessus. Donc là, j'avais pu écrire un tweet viral sur le Covid et donc il vous dit cette information, it's been a year since the heart of the pandemic, blablabla, etc. Donc, et puis on retrouve au niveau des tweets les hashtags, donc stay strong, Covid-19, tout ça. Ce modèle a été entraîné jusqu'en décembre 2019. Donc, il connaît le Covid, en fait. Non, décembre... décembre 2020, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus. Mais bon, en tous les cas, il connaît le Covid. Donc, voilà. C'était un de mes tests. Ensuite,
aussi un tweet viral sur Elon Musk. Donc, je lui dis, écris-moi un tweet viral sur Elon Musk. Et alors, bien sûr, toute la débâcle au niveau Twitter, on ne le voit pas à ce niveau-là. Donc, le modèle a été entraîné avant le rachat de Elon Musk de Twitter par Elon Musk. Donc là, on parle que Elon Musk colonisait Mars, donc le tweet en question. Et ce qui est intéressant, c'est que je dis, bon, ce tweet-là, tu peux me le faire en... Donc, on retrouve les hashtags, hein, SpaceX et Mars Colony. Et là, je veux dire, eh ben, tu peux me faire ce post sur LinkedIn. Et donc, c'est ce qu'il fait, hein, donc, mais avec un peu plus de texte. Okay. Et on retrouve encore des hashtags là-dessus. Alors, ce qui est extrêmement intéressant pour nous en tant que data scientist, c'est de voir quels sont les papiers de recherche. Il y en a énormément concernant les sciences des données. Et donc, j'aimerais qu'il nous explique un papier de recherche en particulier. Donc là, je lui fais « Can you explain est-ce que tu peux expliquer en termes simples le fameux papier de recherche Attention is all you need », c'est ce qui a constitué le modèle Transformer. Et donc, il vous indique ce genre d'informations. Donc, il vous dit que ce papier représente une nouvelle architecture de réseau neuronal qui s'appelle Transformer et qui est du deep learning, etc., etc. Donc là, beaucoup de textes, entre guillemets. Et donc, je dis, OK, donne-moi une synthèse des points du texte du dessus. Et donc, il veut dire, voilà, c'est une nouvelle architecture de réseau neuronal qui s'appelle Transformer et qui va utiliser un mécanisme d'attention pour traiter les données en entrée. Et donc, voilà, etc., etc. Je vous laisse la présentation, donc vous allez pouvoir voir le détail de ce sujet, parce que je veux rentrer dans le vif. Enfin, je suis dans le vif du sujet là, mais je vais vous montrer quelques exemples avec ChatGPT. Alors là, je lui demande de m'expliquer une formule mathématique qui est justement dans ce papier. Donc, c'est une fameuse formule attention. Donc, c'est une formule de ce style, attention QKV, et c'est un softmax de QKT, un square root of DKV. Et donc, il va vous donner le détail de cette formule. Et donc, en fait, il va vous dire que QKV, ce sont des vecteurs et on va faire un dot product de ces vecteurs pour avoir le meilleur poids par rapport au texte que vous avez entré. Donc, on va savoir, par exemple, par exemple, si vous avez, comment dirais-je, et si vous avez the quick fox, il va pouvoir vous donner la prochaine. Il va pouvoir savoir que quick, ça représente, c'est par rapport au fox, etc. Donc le fox, c'est le renard en anglais. Donc voilà. Donc c'est un exemple. Je vous laisse lire ces informations à loisir. Ok, maintenant ce que l'on peut faire, c'est ce qu'on appelle on peut demander à ChatGPT de nous donner des interviews. Si jamais vous avez une entrevue pour un job, vous pouvez lui demander qu'il vous donne quelles sont les questions les plus utilisées, les questions-réponses les plus utilisées par rapport à ce job. Ok, donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, je dis, j'ai une entrevue pour un job d'ingénieur technical support à GeekFace. Can you provide some interview questions? Est-ce que vous pouvez me donner des questions d'interview pour ce job? Alors voilà, là c'est typique des réponses ChatGPT. Quand il veut botter en touche, il va vous donner ce genre de réponse. I'm sorry, je suis désolée, je ne peux pas accéder au web, etc. Et donc pourquoi? Parce qu'il a vu que c'était Hugging Face et qu'il n'est pas capable d'accéder
Hugging Face. Donc, en fait, ce que je vais lui demander, c'est OK, donne-moi, à ce moment-là, donne-moi les questions. Là, j'ai demandé uniquement les questions, pas les réponses. Les questions associées à cette position, pour l'entrevue, pour ce job position, et le job position étant Technical Support Engineer. Donc, il a mémorisé que c'était Technical Support Engineer, et les réponses qu'il vous donne, c'est celle-ci. Okay? Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les expériences de support technique que vous avez eues par le passé, etc., etc. Comment vous gérez une situation difficile par rapport à un client, etc., etc. Donc là, je lui ai demandé les questions. J'aurais pu demander les questions et les réponses. Question and answers. Okay? Je vais le faire dans quelques instants. Et puis donc, ce qui est intéressant également, c'est que vous pouvez lui demander, OK, ben pour cette position, donc de Technical Support Engineer, je veux que vous me donniez une lettre de motivation. Donc c'est ce qu'on fait ici, voilà, et puis vous avez votre lettre de motivation ici qui a été générée. OK? Là, c'est la continuation de cette lettre de motivation. Une autre information intéressante, c'est que vous allez pouvoir comparer des infos. Donc, par exemple, en comparaison d'infos, je peux demander une séquence ADN entre deux espèces. Donc là, je demande, est-ce que tu peux comparer des séquences de protéines entre deux espèces? Et donc, il me dire oui, c'est possible, etc. Il va vous expliquer pourquoi c'est possible. Et ensuite, je lui dis, donne-moi un exemple de comparaison de séquences ADN. Et donc, c'est ce qu'il va vous donner. Il va vous donner une comparaison de séquences human protein pour les êtres humains. Et là, il va vous donner une séquence pour les chimpanzés. OK? Et donc là, en fait, on va voir qu'en effet, c'est très, 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 c'est similaire, en fait. Et d'ailleurs, il vous dit que seule la fin est différente. Là, j'ai un N et là, j'ai un C. Et il vous dit, en effet, quand on compare ces deux séquences, on peut voir qu'elles sont similaires, mais pas exactement les mêmes. La séquence humaine a un acide amino en plus, le N, à la fin, alors que pour le chimpanzé, on n'a pas cette information. En fait. On s'arrête à C, vous voyez, alors que là, on a le N en plus, alors qu'on n'a pas ici. Donc, très intéressant. Ça peut être intéressant pour des biologistes. Voilà. Ce genre de type de comparaison. Alors après, vous avez d'autres types de comparaisons, une comparaison entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Mais je trouvais que cette séquence de comparaison d'ADN était aussi intéressante à démontrer. Alors, vous pouvez faire une synthèse, donc ce qu'on appelle en anglais summarization. Et donc là, je peux, par exemple, écrire je veux une synthèse du roman La Peste d'Albert Camus, et donc il va vous indiquer, le roman La Peste écrit par Albert Camus raconte l'histoire de la ville de Rouen en Algérie qui est frappée par une épidémie, blablabla. Donc c'est une bonne synthèse de ce roman en fait. Alors, on continue avec d'autres exemples. TED Talk. Donc, TED Talk, d'ailleurs, je demande à OpenAI, what is TED Talk? Et il vous répond, c'est une plateforme pour partager des idées assez puissantes. Donc, c'est un programme qui est d'une ONG qui s'appelle TED. Et donc, TED, ça représente Technology, Entertainment and Design. Okay? Et donc, vous avez des personnes assez célèbres comme Michelle Obama ou d'autres personnes, Ono, je crois, qui a même fait un TED Talk. Et le but, c'est en 18 minutes, de couvrir un sujet extrêmement intéressant pour une audience. OK? Donc là, je lui dis, écris-moi un TED Talk, donc des éléments de conférence pour les bénéfices of being pour une éducation pour un enfant multilingual children education. Et donc, voilà ce qu'il vous dit. Alors, c'est typique
typique des introductions de conférences TED Talks. On va vous dire Good morning everyone, I'm here today to talk to you about the benefit of being multi et blablabla. Donc, il vous donne les points clés de cette approche d'éducation pour des enfants multilingues. Voilà, donc ça c'est la continuation de ce texte. Et donc là, c'est beaucoup trop de texte, donc je peux lui dire, fais-moi une synthèse du texte du dessus. Et donc, il va vous donner les points de synthèse du texte au-dessus. Donc, c'est extrêmement intéressant. Alors, j'aurais pu dire, please summarize the above text in a few points. Et si vous mettez in a few points, il va vous donner des points d'entrée pour chacun des points de synthèse. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Autre utilisation de ChatGPT, c'est la particularité de lui demander de résoudre des tests d'intelligence. Donc, dans les tests d'intelligence, vous avez énormément de gestion de matrices. Et donc, je lui demande comment on résout des tests de matrices d'intelligence. Et donc, il vous donne les points principaux, comment les résoudre. Et puis, donc, je lui demande, donne-moi un exemple de résolution de tests de matrice d'intelligence. Et donc, il vous donne ce genre d'informations. If A is a 3x3 matrix, and B is a 3x, etc. Donc, il vous donne la solution par rapport à ce test d'intelligence. Et je l'ai testé. Donc, j'ai dit, OK, donne-moi le code Python associé à ce test d'intelligence. Et donc, il va vous donner le code Python associé à ce code d'intelligence. C'est vraiment assez bluffant. C'est incroyable. Voilà. Donc, je l'ai testé pour vous. Et donc, j'ai créé donc, j'ai copié le code. Hein, vous pouvez copier le code ici. Et je l'ai mis dans un notebook Jupyter. Et donc là, je dis, voilà, j'ai copié le code en fait. Et je lui demande d'imprimer ça, il va me donner ce genre d'informations. Vous allez pouvoir utiliser, résoudre des codes de lead. Alors, je demandais, what is the lead code for you? Et donc, on vous dit, c'est un site web qui offre des défis de programmation ou de problèmes d'algorithme pour les programmeurs à résoudre. Donc, généralement, certaines entrevues pour un job de développeur, on va vous demander, les recruteurs, des fois, se basent sur ce site web pour vous donner un problème à résoudre en quelques lignes de code ou un problème algorithmique à résoudre. Voilà, donc j'ai été sur le site LeetCode et puis j'ai pris un exemple qu'on vous demande de résoudre, c'est donc par rapport à une variable integer x, retourner si x est un palindrome ou pas. Okay. Donc c'est ce que le système va vous générer. Donc, il va vous dire voilà, ce que c'est qu'un palindrome et que fait la fonction isPalindrome. Et donc, je l'ai testé pour vous. Et donc, si je fais isPalindrome et 121, il va me dire que c'est vrai. Par contre, généralement, un palindrome n'a pas de valeur négative. Mais il explique aussi dans son code qu'on peut prendre la valeur absolue. Donc, si je fais isPalindrome moins 121, est-ce que c'est un palindrome? Il va me retourner true parce qu'en fait, il va prendre la valeur absolue du palindrome. Donc, 121 en fait. Donc, je lui demande d'expliquer le code que vous voyez là en anglais simple. Donc là, j'ai un problème de copier-coller. Mais voilà, il vous explique ce que fait le code qui est juste au-dessus. OK? Alors, ce que vous allez pouvoir faire, c'est utiliser ChatGPT pour carrément générer du code.
Ok, donc là, on va voir deux types d'aspects de ChatGPT. Au niveau codage, vous avez donc le fait qu'il va pouvoir vous générer du code et le fait que vous allez pouvoir lui demander de débugger un code. Donc voilà. Donc là, je lui demande de créer un jeu tic-tac-toe en Python. Et donc là, il vous donne une implémentation simple de ce jeu-là, ok, qui est bien faite d'ailleurs et que j'ai testé pour vous. Donc, j'ai été sur un pareil, hein, j'ai copié le code ici et j'ai été dans un Jupyter Notebook. Et donc là, ben, je repris le code et je l'ai testé. Et quand je lance le code, vous avez donc le joueur X qui doit jouer. Et ensuite, vous avez le joueur O qui doit jouer. Donc, X, je rentre un X en rangée colonne, ok. Donc, je rentre un rangée 1, colonne 1, je mets un X, et le deuxième joueur, en rangée 1, colonne 2, va mettre un O, etc. Ok, donc, ça vous fait ce jeu-là. Et on va tester, ben, on va tester les lignes et les colonnes dans le code pour voir qui est le gagnant ou si vous êtes à égalité. Autre information intéressante, je lui demande de me créer une, une boucle d'entraînement en machine learning et de coder cette boucle d'entraînement avec PyTorch. Donc, c'est ce qu'il me donne ici. Voilà. Donc là, j'ai le modèle, My Neural Network, j'ai l'écrit. Donc là, on va prendre le cross-enterprise loss, cross-enterprise loss. Donc, c'est ma fonction de perte. Et puis voilà, vous allez avoir l'optimiseur, votre dataset, le jeu de données, le data loader. Et puis là, on va aller dans la boucle d'entraînement qui suit ici. Ok, donc on retrouve first with zero out the gradients. Vous voyez, c'est bien documenté, etc., etc. Et puis ensuite, on calcule la perte et on propage cette perte. Donc, on fait un loss backward, etc. Et donc, je lui demande d'expliquer le code que je viens de rapidement vous montrer. Et donc, il vous dit, ben voilà, d'abord, on fait zero the gradients of the optimizer, on fait un forward pass, ensuite, on calcule la perte, ensuite, on propage la perte pour calculer les gradients et les poids, et ensuite, on met à jour les poids en utilisant l'optimizer. L'optimizer étant Torch SGD, Stochastic Gradient Descent. Voilà. Alors, je dis OK, est-ce que tu peux convertir ce code en TensorFlow? Et donc, vous voyez encore la gestion de la mémoire, hein, c'est Memory Window qui est utilisé là. Et donc, il va dire, ben oui, je peux le faire. Et donc, il vous le met là, vous voyez, on voit TensorFlow. Alors qu'avant, c'était PyTorch. Bon, typiquement de PyTorch, les NN, Neural Network, Cross-Entropy Loss, Torch, Optim, etc. Et là, on a TensorFlow, Optimizer, etc. Et donc là, je lui dis OK, très bien, merci. Et donc, donne-moi un schéma de ce processus d'entraînement de machine learning. Et il va vous dire, ben, d'abord, j'initialise les points, ensuite, je propagate les données de mon input. Donc, je m'adresse à mes données dans mon input, je calcule la perte et puis je fais comment on dit, chez moi, chez vous en anglais, backpropagate. Je mets à jour les points, ok, à travers mon modèle, et puis je vais refaire ce traitement plusieurs fois par époque. Donc, si vous avez 30 époques, ça met un aller-retour sur vos données. Donc, en fait, il va le faire 30 fois pour ajuster les poids par rapport à la fonction de perte qu'il aura calculée au fur et à mesure du traitement. Et donc, je lui demande d'expliquer ceci. Donc, il vous dit, voilà, je vous laisse lire le code, enfin, le résultat. Alors maintenant, je lui demande de m'expliquer cette formule mathématique, là, softmax. Enfin, ce n'est pas tout à fait une formule mathématique parce qu'on a le softmax ici, mais bon, c'est une formule qui a été
présenté dans le papier de recherche Attention is all you need. Et donc, il vous explique cette formule. Je ne vais pas regarder en détail. Et puis, je vais lui dire, est-ce que vous pouvez convertir cette formule en code Python? Et là, vous avez le code Python qui est enseigné. Donc, on va faire un dot product, OK, qui est pointé, c'est pour faire un transpose. C'est pour basculer les colonnes et les lignes. Et puis, voilà, donc je vous laisse lire tout ça. Voilà. OK, et donc je lui demande l'explication de ce code et il va vous donner l'explication du code attention, la fonction attention. OK, donc ce sont des vecteurs et à partir de ces vecteurs, on va faire une moyenne des poids. Et puis ensuite, on va les calculer. Cette moyenne va vous permettre de bien connaître le positionnement dans de votre texte. OK, donc si je commence par the cat is, par exemple, si je dis the cat is jumpy, it saw a mouse, le it, nous, et bien sûr, on sait très bien que le it fait référence au chat, mais pour un modèle neuronal, il faut qu'il apprenne à comprendre que ça fait référence au chat. Donc, il y a toute cette formule pour dire au modèle de bien faire attention à exploiter le prompt pour mieux le comprendre. En fait. Voilà, c'est pour ça qu'on dit attention is all you need. Voilà, donc on parle de regex. Donc regex, à nouveau, par curiosité, je lui dis tiens, what is regex? Et puis donc il vous indique que ça c'est une annotation courte pour regular expression et c'est une séquence de caractères qui définit un pattern de recherche. Et donc je lui demande un exemple. Je lui dis can you write a regex expression for email validation? Et puis il me dit sure. Bon, bien sûr, voici un exemple de validation email regex. Et donc typiquement, c'est une écriture regex que vous avez là. Vous pouvez copier le code et le tester, ça marchera. Et puis donc je lui dis, donc ça c'était mon email validation. Et donc là je lui dis, ok. Alors ce qui est bien, c'est qu'il vous donne l'explication de tout ce code, il vous le donne ici. Donc il vous dit, je vais chercher tous les caractères de A à Z, donc en minuscule, et de A à Z en majuscule, de 0 à 9, etc. Donc, il vous donne toute cette information. Et là, je lui donne une chaîne de caractères. Voilà, je lui dis 1, 2, 3, voilà, cette chaîne de caractères. Et je lui dis, tu peux m'extraire cette chaîne de caractères en utilisant regex. Alors, tout de suite, ça, c'est pas mal du tout. Il vous donne des suggestions. Donc, il vous dit, en fait, pour extraire ces caractères de cette chaîne, donc, on va utiliser AZ, mais donc, voilà l'expression regex qu'on va utiliser. Mais par contre, en fait, ce qu'il va aussi vous suggérer, c'est de dire, je prends AZ en minuscule, mais je vais prendre AZ en majuscule également. Donc là, voilà l'exemple qu'il vous donne en code. Donc là, il vous dit, parce que je lui ai demandé d'écrire du code. Donc, il va me dire, voilà, j'apporte la librairie Python regex, donc un portrait. Je lui donne ma chaîne, et puis je lui demande de compiler une expression régulière. Donc, et donc, il va me donner l'aspect final de cette chaîne de caractères. Et donc, quand on imprime cette chaîne de caractères, on retrouve chaque caractère, hello, world. Okay? Par contre, je lui dis, non, from the above result, je vais lui dire, non, tu ne m'extrais pas un caractère par chaque caractère, tu m'extrais 2 mots. Et donc, c'est ce qu'il va faire. Okay? Donc, il va faire hello world. Okay? Donc, toujours pareil, vous pouvez copier le code et le tester sur votre éditeur favori. Moi, j'utilise pas mal Jupyter Notebook, mais bon, ça peut être n'importe quel éditeur.
Voilà. Donc là, on peut faire du code debugging et refactoring. Donc là, je vais dire, OK, tu me débugs un code et tu travailles aussi sur la refactorisation d'un code. Donc, c'est ce que je fais ici. Donc, je lui demande, j'étais dans Stack Exchange et j'ai été prendre un code pour lequel quelqu'un avait un problème de debugging. Et donc là, c'est un exemple sur Force Formula et on a ce type de code. Et donc, il vous dit, ben voilà, le code, le code que, pour cette formule, F égale M1. Donc, il vous indique M, c'est la masse d'un objet, A, c'est l'accélération de l'objet, et F, et c'est la force qui est agit sur cet objet. Et donc, en fait, vous avez besoin de fournir des valeurs pour l'accélération de cet objet. Et donc, il vous demande de donner des valeurs positives. Parce que négative, donc il vous demande de donner des valeurs positives, en fait, là-dessus. Donc, je lui demande d'écrire. En fait, il vous donne même le code à ce niveau-là. J'ai même pas eu besoin de lui demander le code. Il va prendre votre code et l'améliorer, en fait. Et donc, voilà, on va s'assurer que c'est supérieur à 0 quand on demande à l'utilisateur qu'il nous donne une valeur de masse, une valeur d'accélération, etc. Et puis là, il calcule la masse. Et si c'est supérieur à 0, il va vous dire sinon, il va vous dire c'est pas, ce que vous avez donné n'est pas bon. Donc, voilà le genre de code qui a été débugué. Donc là, c'était le code initial. Et dans la réponse, il va vous donner le code qu'il faut avoir. Et il sait que c'est du Python, oui, parce que là, je n'ai même pas dit que c'était du Python. Et il vous donne du Python en retour pour corriger le code. Là, je vais lui demander de faire une refactorisation de code. Et donc, le code, vous voyez, là, c'est vraiment au fil de l'eau. Et donc là, il va créer une fonction pour calculer la force. Il va créer une fonction pour accéder à des valeurs pour cette fonction. Donc, dans cette fonction, j'ai deux arguments, la masse et l'accélération. Et donc, je m'attends à avoir des valeurs pour la masse et l'accélération. OK. Et donc, souvent, quand on fait de la refactorisation, c'est que l'on va écrire une ou plusieurs fonctions pour adresser votre code et le rendre un peu plus gérable et plus concis. Voilà. Et alors là, c'est un autre exemple que j'ai pris de Stack Overflow. Donc, quelqu'un qui dit I'm trying to solve this problem. It's a 1D VAE. Donc, ça, c'est un algorithme que l'on voit avec Stable Diffusion. Et alors, il dit, when I use summary encoder, it works, but donc 1,28, ça marche, mais quand je utilise un batch size de 32, ça ne marche plus. Et en effet, parce que là, on était sur un batch size de 1, et donc là, il faut qu'il change son code pour avoir un batch size de 32. Donc, c'est ce qu'il vous explique pourquoi le code ne fonctionne pas. Et donc, en effet, vous voyez, il vous donne 32, 28. Ou alors, encore mieux, et il vous donne une meilleure suggestion, c'est au lieu de vraiment m'appuyer sur le batch size de 32, il va dire, tu prends tout ce qui est disponible. Donc, -1, on va tout prendre, en fait, au niveau du batch. Donc, si vous aviez 64, vous aurez 64. Mais -1 représentera 64,28. Voilà. Pareil, là, toujours pareil, j'étais sur Stack Overflow et puis j'ai été chercher un debugging sur PyTorch, au sujet de PyTorch. Donc là, souvent avec PyTorch ou TensorFlow, vous aurez des problèmes de dimensionnement de vos tenseurs. Et donc, c'est pour ça qu'on vous demande souvent de demander le shape, la taille de vos tenseurs pour s'assurer qu'on est bien en phase avec ce que attend PyTorch. Donc là, on a un exemple, runtime error. Donc, c'est ce qu'a donné PyTorch. Ça, c'est l'erreur de PyTorch. The size of tensors 5 must match the size of tensor A
5 must match with side of tensor B32 at non-singleton dimension, etc. Donc, souvent, les codes d'erreur sont un peu difficiles à comprendre quand on n'en fait pas trop de pratique de PyTorch. Au fur et à mesure qu'on utilise PyTorch, ça devient une deuxième peau de compréhension, mais bon, voilà. Donc là, et ben voilà, il va vous expliquer l'erreur, et puis vous pouvez lui demander corriger l'erreur également. Là, je ne l'ai pas fait, mais il va vous expliquer qu'en fait, vous avez des dimensions mismatch qui ne correspondent pas en fait. Je vous laisse lire le texte. Alors, ce qui est très intéressant, et je vais vous en faire une démo, c'est le virtual machine. Donc, on peut demander à ChatGPT qui nous crée une virtual machine. Alors, au niveau du prompt, c'est là où on aborde le fameux prompt engineering, c'est-à-dire que vous allez, dans votre prompt, lui indiquer certaines informations pour qu'il puisse générer ce genre de choses. Donc, le prompt, vous voyez, il est assez long. Et donc, je lui dis, je veux que tu imites un terminal Linux. Je vais te taper une commande et tu dois répondre à cette commande. Et tu dois répondre au niveau de la sortie de cette réponse. Ce sera seulement un bloc unique et rien d'autre. Tu ne me donnes pas d'explication, etc. Tu me donnes que le résultat du prompt. Donc, je ne veux pas d'explication. Je ne veux pas de commande qui me donne une instruction comment le faire. Je veux simplement que tu me dises en anglais la réponse à ce prompt. OK? Donc, when I need to tell you something in English. Donc, ici, on dit quand je veux que tu me donnes quelque chose en anglais, I will do so by putting in text inside the curly bracket, like this. Et donc, my first command is password. Donc, si vous écrivez password, il va vous donner il va donc émuler un terminal Linux, donc une machine virtuelle finalement. Et puis donc, et voilà, il va dire, voilà, je suis at home user. Donc PWD en Linux, ça c'est Print Working Directory. Donc il va vous dire, voilà, vous êtes à ce niveau-là. Et donc je lui dis, écris-moi, vous voyez le curly bracket, là, je lui donne une instruction, je lui dis, écris-moi une blague dans un fichier qui s'appelle jokes.txt. Écris-moi des blagues qui vont être stockées dans le fichier jokes.txt. Donc, il va créer un fichier jokes.txt et dans ce fichier, il va mettre des blagues. Donc, c'est ce qu'on fait. Là, je fais un touch pour créer le fichier jokes.txt qui va être là dans Home User. Et puis, donc, je vais lui dire, et donc, lui, c'est lui-même qui me génère ce code. OK, pourquoi les bicyclettes ne peuvent pas se tenir par elles-mêmes? Parce qu'elles sont elles sont fatiguées. Bon, c'est des blagues de premier niveau, etc. Donc là aussi, pourquoi une tomate devient rouge? Parce qu'en fait, elle a vu le salad dressing. Donc, généralement, le salad dressing va en fait comme c'est acide, votre tomate va être moins rouge. Bon, enfin, des bêtises de ce genre. Voilà, donc il a écrit, donc le touch a écrit le fichier jokes.txt dans lequel vous avez. Donc si je fais jokes.txt, je retrouve, si je fais, pardon, ls, donc ls c'est pour list directory. Donc, il va me donner le fichier jokes.txt et quand je veux voir le contenu de ce fichier, je fais cat jokes.txt, je retrouve le contenu de mes deux blagues. Alors, ça peut être extrêmement sophistiqué et par exemple ici, je vais echo, donc c'est beaucoup utilisé en terminal Linux, c'est pour afficher quelque chose à l'écran. Et donc là, je vais dire, voilà, je vais utiliser du code Python, je vais créer une fonction lambda, Y, et donc je vais lui donner cette instruction-là.
donc 5 plus 3, et tu imprimes le résultat en prenant que les 6, tu transformes le résultat en string et tu prends que les 6 caractères. Okay, donc, on vous donne l'exemple. Donc, le résultat qui vous donne, et donc, on va utiliser, donc, ce code-là, on va le mettre dans un fichier qui s'appelle run.py et on va l'exécuter avec Python 3. Okay, donc, ce code, on vous l'explique. Le above code va créer un fichier qui s'appelle run.py et donc, il va être exécuté par Python. Et là, on a une fonction lambda. Et cette fonction lambda, en fait, elle va, par le biais de echo, on va lire le fichier run.py et l'exécuter. Donc, le programme est self-define the lambda qui prend un simple argument y et le résultat, donc y fois 5 plus 3, et puis ça imprime le résultat. Okay, donc, j'ai testé ce code pour vous en notebook et en effet, le résultat, c'est bien 33. Okay. Voilà. Donc, on a la même chose avec une autre fonction lambda, donc toujours avec Python. Et donc, voilà, vous avez cette instruction-là, echo, et il va vous donner les résultats il va vous donner les 10 premiers chiffres prime, les 10 premiers nombres prime de cette instruction. Parce qu'au début, en fait, il m'avait donné qu'un chiffre. Et en fait, je lui ai dit, vous voyez, il m'avait donné que 2 par rapport à l'instruction ci-dessus. Et je lui ai dit, ben non, mais j'aimerais avoir les 10 premiers chiffres, les 10 prime numbers, les 10 premiers nombres. Et donc, voilà, il vous donne les prime numbers, les nombres prime, je ne sais plus comment dire en français, prime numbers. Voilà, ok. J'ai vécu longtemps à l'étranger, donc je suis plus habituée à l'anglais de nos jours. Bon, alors, et donc je demande d'expliquer le code du dessus, et donc il va vous l'expliquer parce qu'en effet, il a l'air assez alambiqué et il vous explique le code à ce niveau-là. Encore un autre code, mais cette fois-ci, je vais demander qu'il me fasse une machine Docker. Donc, incroyable, mais vrai. Donc, à nouveau, le prompt est extrêmement bien façonné pour qu'il puisse comprendre ce que vous lui demandez. Et donc, je lui demande de m'écrire un code d'une machine Docker. Et donc, je lui demande un shell, donc entry point.sh. Et donc, je lui dis from Ubuntu, etc. Je lui donne les entry points pour ce shell. Et donc, voilà ce qu'il va vous donner. Okay, donc, c'est assez impressionnant. Et pareil, je lui demande d'expliquer le code et il va vous expliquer le code concernant cette manière de faire appel à un Docker. Alors, une autre manière de savoir, puisqu'on est dans une machine virtuelle, je vais dire, tiens, dis-moi si tu as de la GPU. Donc, ça, c'est une instruction pour voir si on... Et là, il m'a dit not applicable. Alors, je vais le réessayer ça parce que là, vous voyez, là, il y a eu un contrôle, alors qu'il fut un temps, il pouvait vous donner une GPU du style P100, etc. Là, cette fois-ci, il dit c'est pas disponible, mais on pourra éventuellement le retester différemment. Je vous montrerai ça dans quelques instants. Peut-être que ça marchera, peut-être que ça ne marchera pas, je ne sais pas. Par contre, je suis en virtual machine, et donc là, je peux faire, tiens, fais-moi un ping de bbc.com, et vous voyez que là, qu'il est capable comme s'il était accès à Internet, il est capable de faire ceci. Alors ça peut marcher ou ça ne peut ne pas marcher, on va voir. Je vais essayer ça de nouveau aujourd'hui. Voilà, et donc là, vous avez le fait d'accéder à une URL, curl, ok, et donc vous pouvez avoir ce genre d'information. Et donc, il va vous dire qu'il est en version PyTorch 1.7.1. Et donc, c'est ce qu'on appelle un univers alterné, parce que là, il hallucine, il n'est pas...
ChatGPT, c'est un modèle de langue. Rappelons-nous que ChatGPT, c'est un modèle de langue qui a été ajusté pour des systèmes conversationnels. Et donc là, on a l'impression qu'il peut accéder au site web Chat OpenAI. Et donc là, il va me donner le code HTML de ce site. C'est bizarre. Donc là, je lui donne un code et puis je lui dis, voilà, not supported or disable in Unicode. Et donc, je lui dis, est-ce que tu peux fixer ce code? Et donc là, il me dit, OK, voilà, c'est fixé. Et donc, il vous dit que on envoie une demande post et puis sur cette URL. Et en fait, on va retourner un message JSON à partir de cette URL. Voilà. Donc là, on a une nouvelle réponse qui a été faite. Donc là, c'était une première réponse. Et là, c'est carrément une deuxième réponse sur le message What is artificial intelligence? Et donc, le message, il va le convertir. Et puis, avec un timestamp, etc. Et donc, tout ça, c'est en code. Alors, donc, je lui demande, est-ce que tu peux me donner une réponse? Parce que finalement, la réponse est plus ou moins codée. Là, je demandais, what is artificial intelligence? Et typiquement, il botte en touche. Donc, il me dit, je lui dis, can you give me an answer to the message above? Le message above, c'était ça, what is artificial intelligence? Et carrément, il botte en touche et lui, il me fait, as a large language model trained by OpenAI, blablabla. I don't have access to Internet, etc., etc. Donc, on va essayer de contourner ça, mais c'est pas évident. Donc, tout ça pour vous dire que finalement, un modèle de langue, un grand modèle de langue, large language model, peut avoir des hallucinations. Et comment ça se fait qu'il peut avoir des hallucinations? Donc, je lui pose la question. Je dis, what does it mean hallucination in a context? Qu'est-ce que ça signifie les hallucinations dans un contexte de large language model? Et donc, il me donne une bonne explication. Il me dit que en fait, ça représente un phénomène dans lequel en fait on va générer du texte qui est bizarre par rapport à votre entrée. Donc, ça peut se manifester de plusieurs manières. Le fait, par exemple, en générant des mots ou des phrases qui ne sont pas présentes dans votre prompt. OK? Ou même carrément, vous donnez des nouveaux mots qui n'existent pas dans le langage entraîné. Donc, c'est assez... ce qu'on appelle hallucination. Donc, il faut même vous créer de nouveaux mots. Et donc, on vous dit que c'est un problème assez récurrent dans les modèles de langage, les grands modèles de langage. Et ça peut être produit par plusieurs facteurs. Donc, un exemple, c'est que le modèle a appris à prédire le prochain. C'est typique des modèles de langue. Ils apprennent à prédire le prochain mot. Et donc, dans une séquence. Et donc, un modèle a un état interne et donc il va en fait, plutôt que d'utiliser son état interne, il va en fait générer quelque chose d'incohérent. Okay. Et un autre problème d'hallucination, c'est le manque de diversité au niveau de vos données d'entraînement. Donc, si vos données d'entraînement ne sont pas très diverses, le modèle va apprendre à générer quelque chose de différent. OK? Alors, je lui demande, donne-moi un exemple d'hallucination. Donc, par exemple, il vous dit, à supposer que vous avez cette phrase-là, on Tuesday, donc mardi, un tremblement de terre d'une magnitude de 6,4 a
été constaté dans la ville de Los Angeles, eh ben, il peut vous générer cette même information, mais il va vous dire que en fait, des officiels ont averti les résidents de, de faire attention à la suite de ce tremblement de terre, de faire attention à ce qui va se passer suite à ce tremblement de terre, et notamment la possibilité d'avoir une invasion des aliens, donc d'extraterrestres. Donc, bon, c'est voilà un exemple d'hallucination que peut faire le modèle. Et par contre, c'est pas mal parce qu'il a lui-même compris ce que c'était qu'une hallucination pour un modèle de langue. Et il vous en donne même un exemple intéressant. Voilà. Voilà. Et en plus, il vous explique pourquoi il a généré ce genre de choses. Donc, il vous dit que c'est un exemple d'hallucination parce que la phrase enfin, on ne demande pas ce genre d'information dans le prompt. Mais lui, il rajoute quelque chose d'hallucination. Alors ça, c'est pas mal parce que si vous voulez utiliser Stable Diffusion, comme il hallucine, en prompt, vous pouvez lui donner quelque chose de un peu hallucinogène et il va vous générer quelque chose d'encore plus hallucinogène que vous allez pouvoir utiliser dans Stable Diffusion. Alors, je vous en donner. Alors, voilà. Je reviendrai sur Stable Diffusion à la fin de cette présentation. Donc, par exemple, un autre exemple que vous pouvez faire, c'est que vous allez pouvoir utiliser ChatGPT en tant qu'extension pour Google. OK, donc ça, c'est pas mal du tout. Donc, le texte que j'ai mis, malheureusement, on ne le voit pas, mais j'avais dit donne-moi un exemple Rex pour une validation d'email. Et donc, ça, c'est la réponse Google. OK. Et là, sur les côtés, vous avez une réponse ChatGPT. OK. Donc là, vous avez la réponse ici. Alors, pour accéder à cette extension, vous avez ce référentiel GitHub et je vais vous en faire une démo dans quelques instants. Je vais vous expliquer comment ça se met en place. Et donc, reparlons de prompts. Et donc, dans les prompts, on va pouvoir utiliser ChatGPT pour vous faire générer une image à partir d'un prompt ChatGPT. Donc, pourquoi on peut utiliser ChatGPT pour générer un prompt pour Stable Diffusion? Parce qu'il a cette capacité à faire de l'hallucination. Donc, voilà. Alors, là, je suis assez simple, j'ai voulu tester comme ça, mais on pourrait faire des choses plus extraordinaires encore. Là, je dis, est-ce que tu peux me donner un prompt pour Stable Diffusion concernant Fantastic and Dreamy Landscape? Alors, il me dit, sure, it's possible. Et donc, ce prompt-là, As the Sunset Behind the Mountain, blablabla, je l'ai utilisé dans Stable Diffusion. Donc, Stable Diffusion, ils ont une démo en ligne qui s'appelle Beta Dream Studio AI Dream. Je lui, vous voyez, je mets As the Sunset, blablabla, et il m'a proposé ces 3 images. Et cette image, je l'ai trouvée bien sympathique, donc je l'agrandis pour vous ici. Voilà. Alors, justement, ce qui est très important dans ces modèles, on appelle en anglais Generative Model. Donc, ce sont des modèles à partir de prompts. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut vraiment façonner les prompts pour avoir quelque chose de probant. Donc, vous avez un référentiel GitHub qui vous donne des prompts très, très intéressants à utiliser avec ChatGPT. Je vous donne la référence ici. Et vous avez aussi ce référentiel GitHub est maintenant dans Hugging Face et je vous donne la référentiel ici, Hugging Face. Voilà. Alors, j'ai mon anti-sèche ici.
Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser quelques expressions. Je vais, par exemple, faire bon, les poèmes. Je pense que je vais vous les laisser générer des poèmes. Pareil pour le thérapeute, je vais vous laisser générer des poèmes. On va peut-être vite aller dans les euh, research, dans les job interviews. Ok, donc je vais aller sur donc l'URL, c'est chat.openai.com. Donc vous arrivez sur cette page et donc je vais me loguer. Ah, ah, ah. Oups, ça y est, je ne peux plus y accéder. Login. Ah, ok. Alors on va y aller. Donc je vais me loguer sur cette application. Donc vous voyez, cette application est instable. Hein. Vous on risque de ne pas y accéder d'ailleurs. Bon. On y accède. OK. Donc, vous avez le light mode. Moi, je préfère le dark mode. Et puis, vous avez des exemples. OK. Expliquer Alors, vous pouvez écrire vos exemples en français ou en anglais ou même en mandarin. Moi, j'utilise pas mal l'anglais parce que je veux être sûre parce que je pense que le modèle a beaucoup été entraîné sur du texte en anglais. Mais bon, je peux me tromper, essayez votre langue favorite et voyez les résultats. Donc, on vous donne des exemples, on vous dit quelles sont les capacités, donc il va vous permettre il a ce qu'on appelle une memory window, donc il va vous permettre d'étendre votre question sur le prompt auparavant, etc. Et quelles sont les limitations, donc il ne peut pas accéder à Internet, etc. Ah oui, et puis voilà, donc il a été entraîné jusqu'en 2021. Voilà. C'est pour ça qu'il connaît le Covid, en fait. Donc voilà, alors vous avez l'accès à Discord. Donc c'est Discord, c'est une plateforme. Donc là, je suis sur OpenAI et donc là, vous avez des chat GPT examples, etc. Et puis bon, vous avez les FAQ, etc. Donc je vais prendre mon anti-sèche là pour taper rapidement. Donc par exemple, je vais dire, je vais prendre cet exemple-là. Je ne mets pas Hugging Face parce que Hugging Face, il va dire je n'ai pas accès à Internet, blablabla. Donc, je vais enlever la partie Hugging Face. OK. Donc là, j'ai cet exemple. Et puis, j'appuie sur Entrée. Et donc là, il va vous donner. OK. Donc là, j'ai demandé les questions et les réponses. Et donc là, il vous donne la question et la réponse est éventuellement associée à cette question. Donc, c'est pas mal du tout, en fait, comment on gère des clients qui sont vraiment en colère. C'est une première approche, c'est l'écoute, ok, et puis essayer de lui dire qu'on va essayer de résoudre au mieux son problème, etc. Alors, je ne sais pas, voilà. Oups, network error. Donc ça, c'est le problème que l'on a avec ChatGPT, hein, ça devient de plus en plus difficile de l'utiliser. Pour vous, il faudrait que vous l'utilisiez plutôt très tôt le matin. Okay. Donc, je vais essayer de le faire halluciner. Donc, je vais prendre un exemple avec l'hallucination.
Je vais prendre un exemple avec l'hallucination. Ah mince, voilà. Je vais ici, je vais prendre ça et je vais le mettre ici. J'espère que je n'aurai pas une... Vous voyez, il m'a tout de suite donné le répertoire parce que j'ai fait PWD et maintenant je vais lui dire, je vais lui dire ceci. La première, c'est pourquoi les livres de maths sont tellement tristes parce qu'ils ils font référence à trop de problèmes. Bon, enfin, ben, euh, voilà, donc si je fais ls, voilà, j'ai mon fichier job et puis je peux faire un cat de jokes.txt et il va me retourner les jokes qui ont été renseignés dans ce fichier. Donc là, je peux donner cette instruction pour les prime numbers. Là. Donc, je vais faire ça. Voilà, il me donne le résultat. OK. Et donc, c'était pour... Pardon, c'était pas pour les prime numbers, c'était pour ce calcul-là. 5 plus 3. OK. Donc, et fois 6, en fait. Donc, ça vous donne le 33. OK. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que quoi? Je vais prendre ça. Et là, c'est les prime numbers. Donc, on va voir. Ah, là, il est... OK. Donc là, il est intelligent. Il m'a donné les prime numbers que je lui avais demandé. Donc là, je vais demander de faire un Docker. Et voilà, il est en train de faire... il hallucine, je rassure. Mais c'est assez amusant. Voilà, et il me fait Hello from Docker, ce qui était mon instruction ici. Okay. Donc, en fait, il a créé un shell dans lequel on nous demande de construire on a un Dockerfile dans lequel on nous demande de construire. Et dans le Dockerfile, on lui dit, ben voilà, il faut que tu me construises un environnement sur Ubuntu 20.4, etc., etc. Okay. C'est vraiment amusant. Voilà, donc le debugging, je vous ai montré un exemple. J'espère, on va essayer de voir si ça passe. Ok, je vais dire, voilà. On va voir si ça passe. Voilà. Et vous donne l'erreur de ce code. Et donc, il vous donne un exemple, comme je vous l'avais dit. C'est vraiment assez phénoménal. Ce qui est bien, c'est qu'il commente votre code aussi. Vous pouvez lui demander à ChatGPT de commenter votre code. Si on vous reproche de ne pas commenter votre code, vous pouvez faire du copier-coller de votre code et il commentera votre code.
Ok, j'ai un network error parce que je sollicite trop là. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que quand je vais retourner sur ma présentation, je vais vous montrer les fameux prompts. Donc là, je vais accéder, je vais prendre cette URL et puis je vais aller ici. Je vais aller sur GitHub et donc là, c'est les fameux prompt engineering dont je vous ai parlé. Et donc, vous pouvez lui donner ce genre de prompt. Vous voyez, le Linux Terminal, c'est l'exemple que je vous ai donné. On peut faire aussi, alors ça, je ne l'ai pas essayé, Act as an Excel sheet. Ok, donc ça, je vais prendre ça. Alors, ce qu'il faut faire de temps en temps, pardon. Ce qu'il faut faire de temps en temps, c'est réinitialiser le fil. Okay, parce que là, j'ai une erreur. Donc, quand vous changez de sujet, par exemple, vous demandez d'écrire un poème et ensuite vous allez sur la génération de code, il vaut mieux faire un new thread. Donc là, ça, je ne l'ai pas essayé. Donc, je vais voir ce que ça donne. Donc là, il crée des colonnes. Et donc, il doit me créer 10 rangées. Voilà. Et vous voyez, il n'essaie pas d'expliquer le code parce qu'on lui a dit, tu ne m'expliques pas le code. Do not write explanation. Maintenant, on va lui dire, on va lui dire quoi? On va lui dire, alors je vais voir qu'est-ce qu'il note. Donc là, je peux lui dire d'écrire, je ne sais pas comment je vais le faire. Je reviens sur là. Et je vais lui dire, dans curly bracket, je vais mettre put 10 in B1. Voilà. OK, donc après, on peut faire des... Bon, je n'ai pas testé tout ceci, mais c'est pour vous dire, le fameux, pour vous parler du fameux prompt engineering. C'est vachement, c'est très important. OK, donc vous avez tous ces genres de choses. Storyteller. Voilà, on va voir ça. Alors ça, c'est bien pour vos enfants, hein, si voilà. I want you to act as an advertiser. J'ai pas envie de ça. Je vais prendre Storyteller ici. Je reviens là-dessus. Voilà, donc Once Upon a Time, typique, il fut un temps, dans une contrée très lointaine, blablabla. Il y avait une jeune fille qui s'appelait Rose, etc. Donc, c'est vraiment très intéressant parce que pour vos enfants, c'est un beau cadeau de Noël. Vous pouvez lui générer des, des histoires. Alors, je vous recommande de faire des copier-coller parce que bon, je ne sais pas combien de temps on aura disponible ce chat GPT. Mais voilà, vous pouvez faire un petit album d'histoires générées par ChatGPT et qui sont très plausibles quoi, et amusants pour un enfant. Alors,
on va essayer ça. Je vais prendre la première partie, le premier paragraphe. Je vais aller sur Dream Studio. OK, donc là, je suis sur Dream Studio. C'est aussi un environnement bêta qui est fait par Stable Diffusion. Donc, vous n'avez pas besoin de vous continuer un notebook. Et donc là, je vais faire ça. Et puis, je vais dire, bah, vas-y, Dream. Ah, OK. Donc là, je vais dire, je vais ajuster ceci. Bon, attendez. Donc là, je vais dire, non, je vais dire young girl. Young girl, playing violin. Make it all painting. Ah, je pense que on a un moyen de savoir si ChatGPT, si on utilise ChatGPT. Donc, je pense que Stable Diffusion, ils ont dû se rendre compte qu'on utilisait, peut-être, hein, je ne sais pas, qu'on utilise ChatGPT et ça leur plaît pas tellement. Je vais voir si je peux faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Je m'inspire un petit peu du prompt ChatGPT. On va voir ce qu'il va me donner. Ah non, pardon. Ouais, je voulais pas, pardon. Je voulais mettre ça dans Dream Studio. Mais bon, à moins qu'il soit en rade, Dream Studio. Ah non. Voilà, donc vous avez. Là, on peut dire que ça, c'est rose, par exemple. OK, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait ici. Vous voyez? Et donc, j'avais pris le premier paragraphe. Et bah, tiens, on peut le refaire, voyons. Can you give me je vais réinitialiser tout ça. Je vais faire Can you give me prompt for stable diffusion to generate dreamy landscape. Please hallucinate. Alors, je vais prendre la première phrase. Je la mets dans Stable Diffusion. OK. Not bad.
OK? Donc, en fait, parce que au début, au début, je lui demande hazy shade of pink. Oui, hazy shade of pink. With wispy clouds. Bon. Floating lazily across the horizon. OK. The landscape is slush and verdant. Donc, il est verdoyant avec des rolling hills, donc des petites collines. Voilà, voilà. Donc, ça vous donne un exemple de ChatGPT avec Stable Diffusion. Ok, peut-être pour vous montrer encore une dernière chose. Oui, donc je vais vous montrer Create. Je fais un nouveau thread, Create Tic-Tac-Toe Game in Python. Et donc, c'est le code que je vous ai montré tout à l'heure et qui fonctionne. Hein. Regarde, on a deux joueurs, X et O. Et puis voilà. Et là, on décrit le jeu. Donc, on va vérifier les colonnes, les diagonales, et voilà. Network error parce que le code prend trop d'espace mémoire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ceci. Ce que j'ai dedans. Voilà, donc ça c'était le fameux palindrome, et ça c'est le tic-tac-toe. Oui. Et donc je l'avais testé, ça vous donne ça. Okay. Vous pouvez aussi demander des diagrammes. Je vais essayer de vous montrer ça si je ne suis pas sortie de mon give me the diagram for the machine learning training. Je pense que je vais être éjectée. Mais ça marche. Il faut être. Voilà, too many requests. OK, on a terminé. Bon, on a terminé la session. J'espère que ça a été productif. Je vais poster cette vidéo sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, et puis je vais vous mettre dans la description de la vidéo les URL pour certaines URL pour exploiter donc vos prompts pour faire du prompt engineering. Et si ce papier-là que j'ai utilisé, Building Virtual Machine inside ChatGPT, donc c'est la démo que je vous ai faite et qui est assez incroyable. Ça vous permet de tester ce code. Voilà, donc j'espère que ça a été productif et puis on se reverra probablement pour une autre session Stable Diffusion avec le Dream Studio parce qu'il a beaucoup de capacités que je n'ai pas encore exploitées et qui sera très, très, très intéressant pour quelqu'un qui n'a pas envie de coder et qui peut simplement utiliser une interface comme celle-ci. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.